13h10 sur Sud Radio, il est l'heure de ce face-à-face avec André Berkoff qui reçoit aujourd'hui Augustin de Colnay, professionnel en intelligence économique, diplômé de l'école de guerre économique. Bonjour à vous. Augustin de Colnay, alors je crois qu'au départ, justement, vous avez, je le dis, vous m'avez envoyé une lettre on vous a appelé, Esteban vous a appelé ensuite, c'est très simple, vous dites, voilà, aujourd'hui, effectivement, septembre 23, vous avez fait un nouveau travail de cartographie qui vise à référencer, je vous cite, et à vulgariser pour le grand public la vente de nos principales entreprises stratégiques françaises à des concurrents étrangers durant ces 15 dernières années. Et c'est un vrai sujet, parce que vous savez très bien, un pays tient aussi, et c'est très important, grâce à ces entreprises stratégiques, ça fait le corps des choses, c'est non seulement ça sert économiquement, mais ça sert pour la souveraineté du pays et pour tout. Et donc on a eu quand même une espèce de vente à la découpe qui nous a tous légèrement estomaqués, si pour ne pas dire plus. Alors de quoi s'agit-il, Augustin de Colnay ? Alors je vous remercie pour votre invitation. Il faut déjà que je revienne à la jeunesse de ce projet. En fait, si vous voulez, dans le domaine de l'intelligence économique, vous avez que deux choix possibles qui s'offrent à une entreprise. Ouais. Soit l'entreprise va adopter une posture défensive, donc auquel cas la protection deviendra son axe de développement. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte de guerre économique, ou l'attaque, et ce, de manière à conquérir des marchés. Donc la partie offensive, j'étais venu vous la présenter en avril 2022, donc avec ce livre qui s'appelle Compétition mondiale et intelligence économique, grille d'analyse des risques. Tout à fait. Donc l'idée, c'était quoi ? C'était d'établir un panorama des risques généraux pour les entreprises. Par exemple, si on prend les vulnérabilités juridiques, les États-Unis ont infligé, je parlerai plus précisément du département de la justice américaine, le DOJ, ont infligé plus de 14 milliards de dollars d'amende à nos entreprises françaises, et ce depuis 2010. Donc vous avez BNP Paribas. 14 milliards de dollars d'amende. 14 milliards de dollars d'amende. D'accord. Donc vous avez BNP Paribas 8,9 milliards de dollars, Alstom 772 millions de dollars, etc., etc. Donc on voit que c'est un risque récurrent. Ça pourrait être le risque de dépendance, par exemple. La Chine, là, selon le magazine Capital, menace de nous interdire l'accès aux terres rares, puisque c'est eux qui sont les principaux extracteurs. Rappelez les terres rares, lithium et autres. Voilà, alors les terres rares, ce sont des éléments que vous allez retrouver dans tout ce qui est technologique. Portable, ordinateur, éolienne. D'accord. Avions de chasse, etc. Donc là, on voit qu'on est dépendant d'un fournisseur. Donc la liste, je pourrais la continuer éternellement. On va le faire, non, mais sans faire toute la liste. Donc en fait, très brièvement, j'ai créé 7 grandes familles de risques. Donc j'ai réparti 80 exemples pour illustrer, et ce dans 39 familles de risques. Donc ça, c'était la partie offensive. Donc durant 2 ans et demi, je me suis aperçu qu'il y a 3 pays qui nous sont hostiles, qui sont les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. Et je me suis posé la question, c'est là qu'on parle du couple franco-allemand. Juste, Augustin Colnay, on va faire une petite pause et on va entrer dans le vif du sujet. Effectivement, quels sont les gens qui essayent d'attraper et comment nous défendons bien ou mal. C'est très important aussi. Et puis bien sûr, on continue cet entretien avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. Et avec Augustin de Colnay, qui est professionnel en intelligence économique et diplômé de l'école de guerre économique, et nous parlons de ces entreprises stratégiques qui, depuis 15 ans, ça existe depuis évidemment longtemps, mais là, Augustin de Colnay a fait une étude en prenant une limite de temps. Comment on brade, entre guillemets, comment on vend ou comment on protège? Alors justement, vous parlez de l'offensive et de la défensive. Alors, déjà, juste pour cette cartographie, les gens peuvent la retrouver sur le portail de l'intelligence économique. Donc, ils tapent Augustin de Colnay, portail de l'intelligence économique, ou le titre complet, nos entreprises stratégiques françaises vendues à des concurrents étrangers depuis 15 ans. Donc, très brièvement, la cartographie, elle ressemble à ça. Je vais essayer de la montrer à l'écran, mais voilà, très succinctement. Je ne sais pas si les gens verront bien. Voilà, en tout cas, ils pourront consulter justement sur votre portail, absolument. Voilà. D'accord. Donc les gens peuvent la retrouver sur le portail de l'intelligence économique. Peut-être juste aborder une minute la notion de souveraineté avant de parler de toutes ces boîtes qu'on a vendues. Cet été sur Radio France, vous avez eu un débat en lien avec l'affaire Atos sur la notion de souveraineté. Et donc moi j'ai retenu ce qu'a dit le sénateur Les Républicains du territoire de Belfort, Cédric Perrin. Voilà ce qu'il dit à propos de la notion de souveraineté.
La définition de la souveraineté, c'est d'être capable de garantir la liberté de décision et d'action sans dépendre de quiconque. Par conséquent, la France a besoin de ne dépendre de personne. Et on pourrait compléter avec ce qu'a dit Claude Revel, donc c'est l'ancienne déléguée interministérielle à l'intelligence économique, et qui dit, elle, pour atténuer, la souveraineté, c'est le fait de réduire au maximum ses dépendances et surtout de les choisir. Et c'est également le même constat que fait Christian Arbulot, qui est le directeur de l'école de guerre économique, qui dit, lui, il ne faut pas subir ses dépendances, mais les choisir. Oui, enfin, tout ça, c'est très beau, mais c'est des mots. Voilà. Comment ça se passe dans le concret? On va prendre l'exemple, moi je voudrais que vous pensiez des exemples. Soyons concrets. Athos, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi Athos? Et racontez-nous, Augustin de Colnay, ce qui s'est passé, par exemple, avec Athos. Alors Athos, il y a un projet de scission en 2 entités que j'ai cartographié. Donc d'une part, vous allez d'abord rappeler ce que c'est qu'Athos, parce que vous le savez, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Alors Athos, c'est une entreprise plutôt du numérique qui a la particularité d'avoir acheté Bull, qui fabrique les supercalculateurs. Oui. Pourquoi c'est éminemment stratégique? Parce que la dissuasion nucléaire aujourd'hui, elle est faite de manière virtuelle avec l'aide de ces supercalculateurs. On ne fait plus de tests grandeur nature. Vous avez eu cet été une tribune dans Le Figaro de la part de sénateurs Les Républicains qui alertent sur le danger gravissime de laisser prendre une partie du contrôle de la partie Eviden par le milliardaire Daniel Kretinsky. Qui pourrait prendre 7,5% du capital d'Eviden. Et donc, Eviden, c'est quoi? Eviden, ça fait partie d'une scission. Donc, ils vont conserver les nouveaux métiers ascendants et rentables, donc cybersécurité. Donc supercalculateur, big data, quantique. Voilà, c'est ce que j'ai. Ce serait dans Eviden, ça. Ce serait dans Eviden. D'accord. Et ensuite, de l'autre côté, vous allez avoir Tech Foundation. Donc cette entité va être rachetée. C'était Athos qui est divisé, ça. Voilà, c'est une scission qui se fait en 2. D'accord. Tech Foundation, ils vont regrouper. Donc c'est un leader dans les services d'infogérance centré sur l'infrastructure et le cloud hybride. Et qui va regrouper des activités historiques donc et plutôt vieillissantes. Donc la gestion du parc informatique. D'accord. Tech Foundation, ça va être racheté à 100% par ce milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Ouais. Pourquoi ces problèmes? Les deux sont problématiques. D'un côté, on a nos supercalculateurs dont Daniel Kretinsky pourrait prendre des décisions, on ne sait pas lesquelles, qui pourraient porter préjudice à notre souveraineté. Je rappelle juste quelques faits. Des responsables du CEA s'offusquent en se demandant comment... Commission de l'énergie atomique. Voilà, de la commission de l'énergie atomique. Oui. Des responsables du CEA s'offusquent en se demandant comment l'exécutif peut perdre la tête sur un tel dossier. Et je prendrai également le signalement des militaires qui sont à ne pas négliger. À maintes reprises, des responsables militaires ont sonné l'alarme jusqu'au sommet de l'État pour le presser de trouver une solution stable qui garantisse l'indépendance de toutes les activités stratégiques. Je rappelle que dans la partie Eviden, donc il n'y a pas que les supercalculateurs, il y a également un grand nombre de logiciels qui sont présents au sein du ministère des Armées. Dans les services de renseignement ont également des intérêts. Et puis il faut savoir que Tech Foundation nous dit que c'est pas stratégique. En fait, si ça l'est, j'ai regardé ce que disait Mediapart par exemple. En fait, Atos a un certain nombre de logiciels, donc ils sont présents dans les collectivités, dans les ministères, les impôts. Et papiers d'identité, carte vitale, France Connect, caisse d'assurance maladie, caisse nationale d'allocation familiale. Et ce qui inquiète les syndicats d'Atos, c'est que on ne sait pas quelles sont les intentions de ce milliardaire qui est Daniel Kretinsky. On ne sait pas ce qu'il va en faire. Et qu'est-ce qui se passe si ces activités-là sont dépecées ou sont stoppées pour nos activités régaliennes de l'État? Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Augustin de Colnay, Athos est vendu ou pas? Où ça en est exactement? Alors, aux dernières nouvelles, vous allez avoir une assemblée extraordinaire qui va se réunir en fin d'année. Fin de cette année. En fin de cette année. Oui. Et donc, on va voir ce qu'il en est. Alors, l'actualité ne cesse de rebondir là-dessus. Donc, pour moi, l'entreprise n'est pas encore vendue. Alors, plus généralement, Augustin de Colnay, dites-nous, puisqu'on parle depuis 15 ans, au fond, comment a été géré par les gouvernements successifs, qu'ils soient de droite ou de gauche, on voit que ça n'a rien à faire. Comment, effectivement, on décide, parce que c'est ça le fond de l'affaire, de dire oui, telle chose, oui, elle est stratégique peut-être, mais enfin, on peut la vendre au nom de l'économie, nous avons des dettes énormes, il faut renflouer, c'est pas le shutdown comme en Amérique, mais enfin, etc. Comment la politique qui consiste à dire on va céder à telle ou telle très grande multinationale ou très grande multinationale américaine ou chinoise ailleurs. Comment on fait? Comment ça se passe? Et sous quels critères?
Alors, moi, j'ai rencontré un fonctionnaire qui m'a bien expliqué ce fonctionnement. Vous avez ce qu'on appelle le contrôle des investissements étrangers, donc, qui est piloté par Bercy, Oui. qui formule... vous avez une liste, je crois, qui est de 200 entreprises ou plus, qui est tenue secrète et que dont Bercy a les noms. Oui. Donc Ils sont considérés comme stratégiques. Sont considérés comme stratégiques. On peut supposer que le groupe Dassault, la société Thales sont des entreprises qui, je l'espère, ne seront jamais vendues. Donc vous avez après des ministères qui vont apporter leur savoir-faire. Si c'est un rachat d'une entreprise de santé, c'est le ministère de la Santé qui va donner son expertise. Pareil pour le ministère des Transports, etc., etc. Moi, si vous voulez, ce qui me pose problème, c'est qu'on a vendu certaines entreprises comme... déjà, juste pour un panorama général. Oui. Sur les 16 entreprises que j'ai mentionnées dans ma cartographie, vous en avez 11 qui sont passées sous la bannière américaine et 2 sous le drapeau chinois. Donc, d'accord. Mais l'Amérique reste alors extrêmement majoritaire dans... Voilà, alors si je prends juste quelques remarques à propos de Latécoère, par exemple. Vous avez, donc Latécoère, il fabrique des composants pour le missile balistique mer-sol M51 et qui est embarqué sur nos SNLE, donc nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Oui. Voilà ce que dit par exemple l'économiste Christian de Saint-Étienne. Oui. Jamais le Pentagone américain n'aurait permis une prise de contrôle d'une telle technologie par un acteur étranger. Si on prend des entreprises qui ont été vendues à des Chinois, si je prends Lixens par exemple, ce qui n'est pas n'importe quelle entreprise stratégique, oui. C'est un pionnier et un leader mondial de la conception et la fabrication de connecteurs de cartes à puce. Donc ces composants, on les retrouve dans des applications régaliennes comme les passeports, les cartes d'identité et autres. Eh bien, figurez-vous que André Louescroc-Pietri, donc qui est l'ancien conseiller spécial de la ministre des Armées de l'époque, il a dit inimaginable que Bercy ait donné son aval. On pourrait prendre également, si je reprends un entretien de la Gazette Normandie d'octobre 2022, un entretien avec Geoffrey Célestin Urbain, donc qui est le chef du CICE, donc c'est le service d'intelligence économique de Bercy, donc service de l'information stratégique et de la sécurité économique. Donc lui, en fait, il nous dit tout simplement, écoutez, la vente de Lixens, elle est passée sous les radars, désolé. Ah bon, on n'a pas su, quoi. Je le cite, lorsque je suis arrivé en octobre 2018, on m'a fixé un objectif, il ne faut plus que certaines choses arrivent. C'est délirant. On pourrait prendre la vente d'Alstom, par exemple. On a dit qu'on allait racheter la branche d'Alstom Energy, enfin une partie, qui a été vendue à General Electric vers 2015, je crois, à peu près. L'État a dit en 2022, par le biais d'EDF, on va racheter Alstom Energy. À beaucoup plus cher, qu'on l'avait vendu. 2 fois plus cher. 2 fois plus cher qu'on l'avait vendu. 1,2 milliard, on l'avait vendu quelque chose comme 550 millions d'euros, à peu près. Et on parle là juste d'une partie d'Alstom Energy. Je précise juste qu'Alstom est un conglomérat. Bien sûr. Ce que j'ai vu là dans le journal Marianne, par exemple, donc je cite le journaliste Jean-Michel Quatrepoint, là, qui a fait un article récemment, et qui dit que... dont l'actionnaire est Daniel Kretinsky, je ne dis pas. Voilà. C'est pas grave. Mais il faut quand même citer son article. Il dit que depuis, les Américains, ils ont mis des composants ITAR au sein des turbines Arabelle. Donc, juste pour préciser, les turbines Arabelle, c'est ce qui permet de faire fonctionner notre 50aine de centrales nucléaires. C'est ça, et donc c'est extrêmement important, c'est même majeur et essentiel. C'est même majeur. C'est-à-dire que c'est grâce aux turbines Arabelle qu'on peut faire fonctionner nos centrales nucléaires. Voilà, ça c'est passé sous contrôle américain. Oui. Je rappelle juste la norme ITAR, donc ça veut dire International Traffic and Arms Regulation. Ça permet aux États-Unis d'empêcher des sociétés françaises d'exporter leurs produits finis à l'étranger. Je rappelle qu'en 2016, quand General Electric a pris le contrôle d'Alstom Energy, ils ont dit à EDF, son client, écoutez, nous, on voudrait que vous réduisiez notre responsabilité juridique en cas d'incident, d'une part. Ça me rappelle certains labos, ça, pour le Covid, oui. Et d'autre part, on voudrait vous faire payer plus cher le prix de pièces détachées. Donc le EDF a dit, écoutez, messieurs, non. Et EDF a dit très bien, vous voulez pas répondre à nos injonctions, on va faire une grève de maintenance. Et donc pendant plusieurs jours, ou plusieurs semaines, je crois, ils ont tout simplement cessé de fournir des pièces détachées. Et donc ils ont mis en péril le bon fonctionnement de nos centrales nucléaires. Juste une citation de Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF. À l'époque, il a écrit, je crois que c'est dans un article de l'Obs, EDF a été forcé de mettre en œuvre
des mesures d'urgence dépassant notre plan de secours habituel. Cette attitude venant d'un partenaire historique est inacceptable. Vous imaginez la pression qu'on a mis. Donc les États-Unis demain, si on a un désaccord politique, ils peuvent dire à la France, écoutez, on va vous mettre pas les pièces si tard, débrouillez-vous. Mais il n'y a pas que ça. En 2003, si je remonte plusieurs années avant, quand on a refusé d'aller faire la guerre en Irak en 2003. Donc vous avez Dominique de Villepin à l'Assemblée, à l'ONU, qui a dit, écoutez, messieurs les Américains, on n'y va pas. L'administration Bush, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, très bien, vous voulez pas venir? Eh bien écoutez, on va faire un embargo sur les pièces détachées à destination de l'armée française. Et donc ça a touché notamment le porte-avions Charles de Gaulle, qui fonctionne avec une catapulte qui est un brevet américain, voilà, il y a un savoir-faire. Et pour la maintenance de ces catapultes, il faut des pièces de rechange qui sont fabriquées aux États-Unis. Eh bien, il n'y avait plus de pièces de rechange. Embargo. Voilà. On en parle tout de suite après cette petite pause au Cuisine de Gaulnay. C'est passionnant, c'est la guerre économique. C'est passionnant. Et comment, justement, on nous défend ou on laisse faire. On continue de parler de ces peut-être faux amis avec Augustin de Colnay et puis avec vous au 0826 300 300 là tout de suite sur Sud Radio. Comment on vend nos bijoux de famille et comment on les défend quelquefois aussi, heureusement. Avec Augustin de Colnay, professionnel en intelligence économique et diplômé de l'école de guerre économique. Alors Augustin de Colnay, vous allez donner des exemples, mais il y a un exemple dont on parlait hors antenne et qui est assez extraordinaire, je crois que c'est avec les Chinois. Alors, il faut juste que je reprenne d'abord en préambule la norme ITAR. Donc on en a déjà parlé. Alors expliquez aussi, parce qu'il faut toujours revenir, qu'est-ce que c'est qu'ITAR et la norme ITAR? La norme ITAR, c'est une norme américaine qui vous permet d'empêcher, dès qu'une société étrangère utilise vos composants, qu'elle exporte son produit fini à l'étranger. Donc c'est par exemple la société Dassault Aviation qui a voulu en 2018 vendre des Rafales donc à l'Égypte, à l'armée de l'air égyptienne. Oui. Et il se trouve que dans les missiles Scalp, donc fabriqués par l'entreprise MBDA, il y avait des composants américains. Et donc, comme par hasard, les États-Unis vendent des F-35, un concurrent du Rafale. Oui. Il y a un rapport qui est vraiment incroyable. Et les États-Unis ont empêché temporairement, parce que la vente s'est faite dans le futur, peu de temps après. Donc je ne sais pas, après il y a dû y avoir un échange entre les gouvernements. Ils sont entendus. Moi je voudrais juste citer un rapport de la Cour des comptes qui est sorti en janvier 2023, qui s'appelle « Le soutien aux exportations de matériel militaire ». Voilà ce qu'ils disent. S'agissant des États-Unis, il apparaît judicieux de s'émanciper le plus possible de la dépendance aux composants américains en développant des solutions industrielles dites ITAR-free, et ce, dès la conception des matériels. On estime que les entreprises françaises de défense les plus importantes formulent chaque année environ de 800 à 1000 demandes de licence au DDTC, donc qui est la Direction des contrôles du commerce de la défense, un organisme américain. Et dernière citation, pour pallier à ces contraintes, la France cherche à mettre en œuvre des programmes d'équipement dits ITAR-free, dès leur conception, ce qu'a rappelé l'instruction 1618 de la DGA, relatif au programme d'armement. Eh bien, est-ce que vous savez ce qui s'est passé cet été, André Berkoff? J'ai lu dans Le Parisien, après la presse en a reparlé, qu'on avait vendu OMIC aux Américains. L'histoire d'OMIC, donc c'est une entreprise qui est présente dans le milieu des semi-conducteurs et qui fabrique des puces qui sont surpuissantes. Dans quel domaine? Dans tous les domaines? Alors notamment, qui sont notamment présentes dans le domaine militaire. OMIC, entreprise française. OMIC, entreprise française. Ils sont rachetés à 95% par un homme d'affaires chinois qui est lié à l'industrie d'armement de la République populaire de Chine, qui prend le contrôle de cette entreprise. Donc ça, c'est en janvier 2018. Ensuite, histoire incroyable, en mars 2023, la DGSI procède à l'arrestation de 4 dirigeants de la société OMIC pour avoir vendu ces puces qui sont jugées stratégiques et ultra puissantes avec la technologie GaN. Donc 4 dirigeants français ont été arrêtés. Alors je crois qu'il y a 2 Chinois et 2 dirigeants français. Donc ils sont arrêtés et mis en examen au niveau de la justice pour haute trahison. Et l'État, chose rare, reprend le contrôle des parts de l'entreprise. Donc l'entreprise OMIC repasse sous le contrôle français. Et qu'est-ce qu'on apprend? Vous avez juste une toute petite ligne à la fin de cet article du Parisien qui vous dit, en juin 2023, cette entreprise éminemment stratégique pour laquelle la DGSI a lutté est revendue à l'américain Macom.
Qu'est-ce qui se passe? Hallucinant. Qu'est-ce Donc c'est l'État français qui a vendu au MIC là. Et alors le Enfin, pire, presque, le oui. pire, ce que j'ai creusé cette affaire, Ouais. il y avait déjà un projet d'achat dès février 2023. Donc on a fait la police en fait au final pour le compte des États-Unis, et rien ne nous dit que eux, les États-Unis, n'autoriseront pas la vente de ces puces surpuissantes à l'étranger. Et je précise que ces puces, elles sont présentes dans bon nombre d'équipements du ministère des Armées depuis 5 ans, selon les différentes revues de presse que j'ai C'est faites. très grave ça. C'est-à-dire qu'au fond, qui contrôle? Est-ce qu'il y a un contrôle? Il n'y a pas de contrôle. Enfin, on dit voilà, effectivement, on rachète aux Chinois, on inculpe et on met un examen, et puis on revend aux Américains. C'est assez hallucinant parce qu'on se dit mais où est le contre-pouvoir? Enfin, qui contrôle, qui voit, qui fait des règles et qui est surtout sur des objets, surtout des produits aussi stratégiques que ceux que vous citez. Alors, normalement, au niveau étatique, vous avez en tête de liste le CICE, le service d'intelligence économique de Bercy, qui est chargé de coordonner les actions de l'État entre les différents ministères. Après, vous avez 2 grandes agences de renseignement. La première, la DGSI, et notamment sa sous-direction du patrimoine économique et scientifique, qui est chargée de protéger les entreprises plutôt civiles. Direction générale sécurité intérieure. Voilà, Direction générale de la sécurité intérieure. Et puis vous avez son pendant qui est la DRSD, donc la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense, qui est chargée de protéger à peu près les 4000 entreprises de la BITD. Donc c'est la base industrielle et technologique de défense. Donc ce sont toutes les entreprises, que ce soit des PME, des grands groupes de type Thales, par exemple, ou Nexter, qui travaillent de près ou de loin avec le ministère des Armées. Ça peut être dans le satellite aussi. Elles sont combien à peu près en France? Selon ce qu'on dit dans la presse, il y en aurait environ 4000. Voilà, donc je sais que donc la DRSD a ce qu'on appelle des aciers, des agents de contre-ingérence économique, qui ont chaque agent a un portefeuille d'entreprise à protéger, à aller visiter, essayer d'anticiper les menaces, voilà, risque de vol de brevets, etc. Bien sûr. Donc l'État, je pense qu'il est très bien armé. Je suis convaincu que ces gens-là de la DGSI, de la DRSD font très bien leur boulot. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi au sommet de l'État, ça se passe à Bercy ou à l'Élysée. Pourquoi est-ce qu'on laisse partir ces entreprises qui sont éminemment stratégiques? C'est quelque chose que on pourrait prendre. Il n'y a pas que les Américains qui représentent une menace. On peut prendre les Chinois aussi. Vous avez l'entreprise Cenexi, donc qui est un sous-traitant de l'industrie pharmaceutique et qui est spécialisé dans la formulation, le développement, la fabrication et le remplissage de produits pharmaceutiques. Vous avez parlé un peu des vaccins. On a vu durant la crise du Covid les déboires qu'on avait par rapport à notre dépendance médicale. Absolument. Envers tous les paracétamol, doliprane, c'était fabriqué en Chine. Comment c'est? L'État a laissé partir Cenexi. C'est juste. Il y a combien de temps ça? Alors, j'ai plus la date. Les gens le retrouveront sur ma cartographie. J'en ai 16. Voilà, donc. Après, vous avez moi, je suis allé à un colloque sur la souveraineté à Saint-Malo, organisé par le site Souverainetech. Donc, vous aviez des gens comme Frédéric Perucci, Claude Ravel, Nicolas Moinet, des acteurs de la tech. Et on s'était réunis pour voir un peu, pour discuter ensemble de comment est-ce qu'on peut protéger nos entreprises stratégiques, comment l'État peut nous aider avec la commande publique. Il y avait un responsable des achats du ministère de l'Intérieur qui nous a expliqué aussi son point de vue. Et parfois, on peut réduire les coûts. Je prends l'exemple de la gendarmerie. Non mais attendez, moi je voudrais qu'on reste encore une fois, parce que vous avez fait, très bien les colloques, mais je veux dire, encore une fois, qui prend la décision? Vous l'avez dit vous-même, vous dites c'est Bercy, ou c'est l'Élysée, ou c'est Matignon, je ne sais pas. Enfin, donc, ce que vous dites quand même, Augustin de Colnet, il y a une décision politique à un moment donné. Alors, par le politique, je ne dis pas c'est pas une décision politique, mais une décision par les représentants, les élus, les politiques. Et de toute façon, pour avoir une volonté d'intelligence économique, de protection de nos intérêts stratégiques, ça passe par le politique. Les entreprises privées peuvent faire de leur mieux. Tous les grands groupes sont, comme Total, par exemple, Thales, ils sont tous équipés de départements d'intelligence économique, de manière à pouvoir lutter contre des prédations étrangères, des vols de brevets, etc. En revanche, moi, sur une échelle de temps, je me suis basé à peu près sur ces 15 dernières années, approximativement. Donc, je ne peux pas parler que du gouvernement actuel, je parle aussi des précédents gouvernements. Non, mais on est d'accord. Si on revient juste aux années 2000, vous avez le français Thermodine qui fabrique les centrales vapeur pour nos sous-marins nucléaires d'attaque, qui a été vendu à General Electric. Donc, vous voyez que ça remonte il y a longtemps. Après, on pourrait prendre GEM+, donc qui fabriquait pareil...
qui avait des savoir-faire notamment pour nos cartes de crédit et autres applications régaliennes, qui a été pillé par un fonds d'investissement soutenu par la CIA. Nicolas Moinet a très bien illustré ce cas-là. Et là, on est à peu près en 2002 par le fonds Apollo. Alors j'ai son nom m'échappe. Vous voyez que c'est ancien. Je me souviens que Nicolas Sarkozy, je crois que c'était en 2008, avait investi dans Alstom, dans le conglomérat Alstom, quand Alstom n'allait pas bien. Alors, l'État a quand même sauvé, il ne faut pas prendre à défaut tout le temps l'État, l'État a quand même sauvé des entreprises éminemment stratégiques. On peut prendre par exemple l'entreprise Sego. Sego, c'est une PME qui fabrique, donc qui est détenue par le Canadien Vélan. Et Vélan voulait se vendre à l'américain, alors je ne sais pas si vous bien le prononcer, Flower, quelque chose comme ça. Sauf que du coup, vous tombez sur la norme ITAR. Et donc l'État français, le ministère des Armées, a mis son veto parce que Sego fabrique de la tuyauterie pour nos sous-marins nucléaires et qu'ils ont un quasi-monopole en France. Donc imaginez si demain les Américains possèdent une entreprise de tuyauterie, qu'elle est dépecée, que ça ait des échanges. Leur normita, etc. Voilà. Alors après, on pourrait prendre... Il y a quand même des entreprises privées aussi qui jouent un rôle de souveraineté. On pourrait prendre Aubert et Duval. Juste une ou deux, parce que... Voilà. Aubert et Duval, je crois qu'il est possédé par le groupe Eramet et qui fabrique des aciers haute performance, donc qui sont nécessaires pour les sous-marins nucléaires d'attaque, pour les sous-marins nucléaires tout court, et pour les Rafales du groupe Dassault. Là, vous avez un consortium de mémoire, je crois que vous aviez Airbus, Tikeo Capital, et je me demande s'il n'y avait pas Thales, qui ont racheté cette entreprise au grand soulagement de la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Voilà. Et juste pour terminer, on pourrait prendre... Photonis, par exemple. Tout le monde donc Photonis qui devait être acheté par un Américain. Donc, il est un spécialiste de la vision nocturne pour les armées. Oui, on a parlé pas mal de Photonis. Et Photonis a été sauvé grâce à l'action de l'État, grâce à un veto de l'État. Aujourd'hui, je crois qu'il se porte très bien. Donc, vous voyez, quand l'État veut, il peut. Voilà, et c'est important. Je crois que nous avons des auditeurs. On va marquer une courte pause et après on prend vos auditeurs. Vous êtes nombreux à nous attendre au standard. 0826 300 300. À tout de suite. 13h48 sur Sud Radio. On était ensemble jusqu'à 14h avec André Berkoff, Augustin de Colnay et puis Emmanuel de Pessac qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour à votre invité, à toute l'équipe. Merci de lever les lièvres, comme on dit, parce qu'en fait, je ne pense pas qu'on vende simplement nos entreprises stratégiques, mais on vend aussi nos ressources. Ça a commencé avec Sarkozy, qui a quand même vendu 600 tonnes d'or en dessous du prix du marché et qui a supprimé opportunément le crime de haute trahison. Bon, c'est original. On a vendu 4 milliards de mètres cubes à l'Arabie Saoudite de flotte pendant qu'on nous disait que c'était la sécheresse en France. L'automobile va disparaître si ça continue parce que ce sera les Chinois, les terres rares, vous l'avez abordé tout à l'heure. Le bois part en Chine des forêts françaises pour nous revendre sous meubles. Et dans la liste à la Prévert de toutes des usines vendues, on nous dit qu'on a 3 jours de munitions pour les militaires. Manurin a été mis en faillite par manque de commande de l'État et il a été vendu au Qatar. C'était quand même le premier fabricant de munitions françaises. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on dit qu'on manque il va falloir pleurer chez les Qataris parce que quand c'est pas les Chinois, c'est les... Enfin bref. Ce que je me demande, on a vendu aussi une boîte, j'ai plus le nom, qui faisait des vannes, qui font toujours d'ailleurs, des vannes pour les sous-marins et les centrales nucléaires, indispensables évidemment au fonctionnement de tout ça. Donc moi j'ai l'impression de me retrouver en 91 en Russie. La différence c'est que la Russie c'est le plus grand pays géographique du monde avec des ressources. Nous on n'en a pas. Qu'est-ce qu'on va faire pour redresser le pays? Parce que moi ce que je me demande, est-ce que j'aurais posé la question puisqu'il a fait un tour complet complet, oui, qui va pas être abordé en totalité dans votre émission, c'est trop long. Ah, bien sûr. Mais pour qui travaillent ces gens? C'est ça qu'il faut se dire. Parce que pour moi ce sont des traîtres. Il n'y a pas d'autre mot, c'est comme disait Camus, il faut nommer les choses. Quand on vend le pays à la découpe, comme vous le dites, et qu'on supprime absolument toutes nos indépendances, pas nos dépendances justement, nos indépendances, pour qui travaillent ces gens? Alors Augustin de Colnay, sévère mais juste Emmanuel. Alors moi, vous imaginez bien qu'en tant que professionnel en intelligence économique, je ne peux pas m'attaquer ou citer des hommes politiques, parce que j'ai tout pour la simple et bonne raison qu'en tant que professionnel en intelligence économique, j'ai besoin d'avoir des sources en permanence, de rencontrer des gens en permanence, et donc par conséquent de tous bords politiques. Juste si je rebondis sur Manurin, vous savez qu'il y a un conflit en Ukraine qui se poursuit. On nous parle, le chef d'état-major des armées nous parle de conflits de haute intensité. Manurin, alors, vous parlez d'absence de commande publique. Manurin, il fabriquait, entre autres, des machines-outils pour la production de munitions. Aujourd'hui, nos fusils d'assaut, donc les FAMAS, ont été remplacés par des HK416. Donc, les fusils d'assaut, ils sont allemands. Nos armes de poing, donc les pistolets, donc c'est des Glock 17 qui sont
de mémoire autrichiens. Nos fusils de précision, une partie, je crois qu'ils sont belges. Et si vous voulez... notre armée est équipée d'instruments qui ne sont pas français, quoi, ou presque. Enfin, en tout cas, je parle pour des munitions de petit calibre. Alors moi, je suis un civil, hein, je suis pas, je connais pas bien le monde militaire, mais je me pose des questions. Quand je vois que entre les Russes et les Ukrainiens, chacun essaye de détruire les stocks logistiques de l'autre, donc ça veut dire qu'il faut des énormes capacités de munitions, tout simplement, de petit calibre et de gros calibre. Alors les gros calibres, je crois qu'on arrive à les faire, notamment avec Nexter. Qu'est-ce qui se passe si demain, ou tout simplement, qu'est-ce qui se passe si l'Allemagne arrête de vous fournir des fusils d'assaut ASK-416 ou des pièces de rechange? Parce que dans tout fusil d'assaut, pour avoir fait un peu de réserve à l'armée de terre, je sais très bien que vous avez des pièces qui finissent par être défectueuses. Mais dis juste, Emmanuel disait, Augustin de Colnet, que, et c'est pas, il rappelait en tout cas les déclarations de certains chefs militaires, enfin, ou experts militaires, qui disaient, mais s'il y avait une guerre avec nous, on tiendrait 2 semaines, disaient certains, quelques jours, disait l'autre. Je parle du point de vue justement de munitions et compagnie. Est-ce que, d'après vous, c'est exact? Enfin, alors après, si vous voulez, moi je suis pas expert dans ce domaine-là. Je suis pas un militaire. J'ai pas de connaissances dans le milieu de l'armement. Je reste un généraliste sur ces sujets. Et quand on dit, alors encore une fois, on dit pas évidemment, il n'est pas question de vous demander ni des noms ni ordres. Et puis on n'est pas là pour effectivement faire des inventaires de noms. Mais effectivement, on peut se poser la question encore une fois, droite et gauche confondues. Et comme vous disiez très bien, ça date de 2020 et avant. Tous les gouvernements ont été concernés. Mais effectivement, et on avait posé la question hors antenne, pour qui travaille effectivement un certain nombre de personnes? Est-ce qu'ils travaillent pour la nation, pour la France? Est-ce qu'ils travaillent pour leurs intérêts? Est-ce qu'ils travaillent pour les vicissitudes du marché? On peut quand même se poser la question, hein, que ce soit dans l'intelligence économique ou autre. Alors, ce que je sais en tout cas, c'est que je rencontre régulièrement des directeurs sûreté de grands groupes du CAC 40. Je sais que ces gens-là, ils aiment profondément la France, et vous en avez surtout une grande partie qui viennent des milieux des services de renseignement, des forces spéciales ou du ministère des Armées. C'est des gens qui sont humbles, qui en fait tout simplement qui aiment la France. Après, au niveau politique, je dirais que je pense qu'il y a une idéologie qui vise à relativiser la vente de nos entreprises stratégiques. Et donc, qui joue l'Europe plus que la France, peut-être. Voilà, si vous voulez, quand on parle de couple franco-allemand, faut pas oublier, regardez dans l'actualité, l'Allemagne nous empêche parfois de vendre des A400M. Donc c'est un avion de transport. C'est un avion de transport civil? Non, militaire. Un avion de transport militaire. Donc c'est un consortium de pays européens qui ont travaillé dessus pour le produire. Oui. Pareil, dans le spatial, vous avez un fournisseur là, pour Ariane Espace qui dit tout simplement dans la presse, nous en fait on préférait favoriser un peu SpaceX, enfin les Américains. Donc quand on parle de couple franco-allemand, je l'ai vu encore une fois au colloque Souveraine Tech. Je suis pas sûr que les Allemands, eux, parlent de couple. Oui. La notion de couple. Voilà, je pense que c'est à chaque pays de défendre sa souveraineté sans que ce soit un mot vulgaire. Ouais, pour ceux à qui ça ferait peur, on pourrait parler en fait simplement d'autonomie stratégique. Si le mot souveraineté vous fait peur, je pense qu'on peut parler d'autonomie. Et si on revient sur le conflit qui se passe en Ukraine, je pense qu'il est bon qu'on ait une armée puissante, qui soit capable de fabriquer ses propres fusils d'assaut, même si j'ai entendu certains militaires qui relativisent. Non, mais vous inquiétez. Alors, fait très intéressant, vous aviez un ministre socialiste qui était à 2 doigts de relancer une production de munitions de petit calibre avec un consortium en France. Ouais. C'était Jean-Yves Le Drian. Bon, je crois qu'à l'époque, il a changé à plusieurs reprises de ministère. Enfin bref, sous sa direction, je crois qu'il y avait un consortium qui regroupait Thales, un fabricant de cartouches de chasse. Ils étaient à 2 doigts de relancer la filière de petit calibre. Et puis quand le nouveau quinquennat a démarré sous Emmanuel Macron, avec la ministre des Armées Florence Parly, le projet a été abandonné, ce qui est vraiment dommage. Peut-être qu'il y a-t-il un réveil maintenant avec ce conflit, et peut-être qu'on va retrouver plus de souveraineté sans que ce soit vu comme un mot vulgaire. Ben on espère, je crois qu'on n'aura pas le temps malheureusement de recevoir notre dernier Massime Somme, on la recevra bientôt. Merci en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir qui sont les gens qui aiment, qui veulent, qui sont souverainistes au bon sens du terme, pas au sens politique du terme, et qui sont vraiment autonomie stratégique. En tout cas, l'intelligence économique, ça reste un très bon instrument.
Merci Augustin de Colnet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professionnel en intelligence économique et diplômé de l'école de guerre économique. Tout de suite.